Voilà. Alors, d'abord, ce travail a été fait en complicité avec Eric Haller et bien sûr avec Hélène qui vient de parler, parce que sans ces examens, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais parler assez longuement de la chirurgie et puis un petit peu d'ouvrir le chapitre des nouveaux traitements possibles par la médecine vasculaire, en tout cas par la médecine invasive, sur lequel j'appuie pour voir la suite. D'accord. Sur les flèches, c'est bon. Sur les flèches, c'est ira. Hein? Sur les flèches, ça va. Oui, c'est très bien. Merci. Alors, comme la question était posée tout à l'heure par Alain Claude, c'est un peu présomptueux de parler de traitement pour une pathologie qui est réputée être efficace avec dans 90% des cas, avec ces trois outils. Les traitements médicamenteux, l'injection intracaverneuse et l'implant pénien. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Et pourquoi c'est pas vrai? C'est pour une raison bien simple. C'est pour deux raisons. Un, c'est que les résultats officiels des traitements par les pilules, par l'ensemble qui a été inauguré par le Viagra, ce qu'on appelle les inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5, n'est pas aussi brillant que ce que les labos ont bien voulu nous dire. Et on s'aperçoit que dans à peu près 30 à 40% des cas, ils sont en échec. Deuxième point, c'est qu'il y a une pathologie qui était assez mal connue, en tout cas en épidémiologie, et que je vous ai illustré ici par une étude considérable. Il n'y a que les Chinois qui publient beaucoup en ce moment, comme dans d'autres modèles, sur les sujets, qui ont fait une étude sur 600 000 personnes, une population de province simplement, et qui montre l'importance, c'est ce que je vous ai mis en arrondi rosé, l'importance des populations jeunes en proie à une dysfonction érectile. Et ces gens-là viennent nous voir, ou viennent voir Hélène surtout, en leur disant « mais je ne vais pas rester toute ma vie sous un traitement par voie orale ou sous un traitement par injection intracaverneuse, même quand il marche, et donc, ou ceux qui sont bien sûr en échec de traitement. » Donc c'est une raison pour revenir à la chirurgie vasculaire. Pourquoi revenir? Eh bien parce que elle existe depuis les 30 dernières années du siècle passé, et elle avait existé dès le début de ce siècle par des chirurgiens américains, puis anglais comme Lowsley, qui a publié des milliers de cas de plicature des muscles érectiles et de la base des corps caverneux pour traiter des fuites veineuses. Mais c'est qu'à partir de 73 et des publications Princeps de Michal, qui calquant sur l'opération de Weinberg, les plus anciens se souviendront peut-être que Weinberg implantait directement l'artère mammaire interne dans le myocarde, eh bien, Michel a eu l'idée de faire la même chose dans les corps caverneux. C'est comme ça que j'ai connu la première fois, dans un tout petit article de la presse médicale, l'existence de cette intervention. J'avais déjà quitté l'hôpital pour le privé à l'époque et j'ai commencé à m'intéresser au problème. Et donc, il y a eu des interventions. Mais très vite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de bonne base hémodynamique. Et Michel, qui avait utilisé l'érection artificielle pour améliorer le rendu de ces artériographies, n'avait pas compris tout à fait que c'était un outil magnifique pour étudier l'hémodynamique pénienne, ce que l'on a fait à ce moment-là. Et on a identifié un certain nombre d'indications tout de suite et les bases hémodynamiques de traitements chirurgicaux. Soit c'était d'origine artérielle et on pouvait espérer avoir une amélioration par une chirurgie directe sur les artères, mais on verra que c'est difficile. Soit c'était veineux, faire des ligatures veineuses, soit c'était mixte, et c'est à ce moment-là que j'ai apporté le concept
de l'artérialisation de la veine dorsale. J'avais à l'époque été impressionné par les travaux de Palma, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui artérialisait dans des cas désespérés les artères plantaires. Et je me suis imaginé que le vaisseau le plus accessible du pénis, c'était pas les petites artères dorsales qui sont minuscules et extrêmement difficiles à travailler, n'est-ce pas Eric? Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas la veine? On va revasculariser à contrario, et on va lutter à la fois contre le manque d'arrivée sanguine et contre la veine dorsale et contre l'exclusion, enfin la fuite veineuse. Donc voilà des exemples des travaux qu'on a fait à l'époque. Vous voyez que ça remonte pas à hier. Et les Américains qui avaient été intéressés par par mes premières publications m'ont envoyé un espion, mais surtout quelqu'un de très astucieux qui est venu contrôler. Je lui ai ouvert tous les dossiers. Il a contrôlé ainsi 440 cas. Et c'est lui-même qui a dit, ça s'est amélioré dans 70% des cas. J'ai été honoré par les UA pour ce travail. Et Max, ici présent, d'ailleurs, a été le premier en France, professeur du Bernard pour les auditeurs externes qui savent pas qui est Max, a été le premier à me convier à Lyon pour parler de ce sujet au cours d'une séance multilatérale de microchirurgie, où j'ai eu le bonheur de rencontrer des experts mondiaux bien plus qualifiés que moi en microchirurgie. Et donc, malheureusement, les résultats n'ont pas été reproduits. Ils étaient reproductibles, mais ils étaient reproductibles, à mon avis, par des chirurgiens bien formés. Et ce sont des urologues, non pas qu'ils soient mal formés, mais qui sont emparés du sujet et qui l'ont complètement simplifié. C'est ce que j'ai mis là dans la courbe d'apprentissage. Et ils ont fait une simplification outrancière, c'est qu'ils ont pris ce qu'ils mettaient 10 minutes à faire, c'est-à-dire à lier la veine dorsale profonde. Et lier la veine dorsale profonde, et au bout de 3 mois, il y avait une échec. Donc on était en pleine discussion à chaque fois dans les congrès et les réunions autour du fait que, mais non, la fuite veineuse, c'est pas à opérer, puisque quand on les opère, ça marche pas. Et puis, sur ces entrefaites, 1998, arrive le Viagra. Alors là, les gars ont dit, on va tout mettre au rencard, le traitement par pilule marche, et au revoir et merci. Et comme je vous le disais, ça n'a pas vraiment été le cas. Moi, je suis têtu, j'ai continué, on a accumulé des cas et des cas, et on s'est rendu compte que même avec les injections intracaverneuses, ça marchait pas toujours. Et puis, on a rencontré l'exigence des patients, comme je le disais aussi, qui ont demandé non seulement le traitement du symptôme, mais éventuellement le traitement chirurgical ou médical de leur maladie et non plus de leurs symptômes. Et là, j'ai eu la chance, grâce à Hélène encore, parce qu'elle était à Henri Mondor à l'époque, quand j'ai décidé de m'arrêter d'opérer, d'avoir le renfort d'Éric ici présent, qui s'est tout de suite passionné pour le sujet d'une part, mais d'autre part qui nous a apporté toute son expérience de chirurgien endovasculaire bien sûr et vasculaire, mais aussi de chercheur, parce qu'il faut avoir un esprit de recherche pour aller regarder ce qui se passe ici. Et donc on a pu reprendre et surtout rajeunir l'approche. La première chose que moi je ne faisais pas, c'est parce que j'avais renoncé et c'était pas une des moindres choses de mes débats avec Édouard Keffer à l'époque, qui disait dépenser une demi-heure de temps pour ça, c'était l'érection, moi je ne fais pas, et je crois qu'il faut y revenir. Et aujourd'hui, avec les techniques endovasculaires, comme c'est montré ici, on peut refenestrer des artères iliaques au cours d'un anévrisme et des artères hypogastriques, bien sûr. Et on a un exemple récent d'un ami qui avait un gros anévrisme et qui a pu conserver ses érections et qui en est fort ravi.
et je crois qu'il faut que les chirurgiens, c'est un message aussi, vasculaire, se réintéressent à ce sujet, se le réapproprient surtout. La chirurgie d'abord directe de l'artère pudendale, c'est toute une autre histoire. C'est une artère très longue, vous la voyez ici, elle se définit ici et on fait un début d'érection pour pouvoir la suivre même jusqu'au bout. Et elle est très fine. Dans ce cas particulier, elle est presque normale, mais elle est très fine et quand elle est pathologique, elle est vraiment extrêmement difficile. On a pensé que c'était comme une coronaire et qu'on pourrait les dilater facilement. Ça n'a pas été le cas. Les Américains s'y sont lancés et ils ont trouvé sur une étude où ils avaient fait 600 artériographies, si je me trompe bien, ils ont trouvé une faisabilité de 60%, mais ils avaient opéré 25 patients. Et vous voyez, dans un cas comme l'artériographie vous le montre, où il y avait une obstruction, il y a une très belle dilatation, une très belle reperméation, pardon. Et vous voyez que les résultats, on ne les connaît pas très bien. Les rosténoses étaient importantes et c'est le seul article qui est apparu récemment. Il y a un article chinois qui n'est pas beaucoup plus indicatif. Et pour le moment, dans l'idée d'Éric, ça reste, tu me critiqueras après, mais ça reste quelque chose à observer. Il y a déjà l'approche artériographique qu'il faut affiner parce que l'angioscanner est un peu décevant, même stimulé par l'injection intracaverneuse. Donc, Éric en est revenu aux fondamentaux, comme disent les entraîneurs des équipes de rugby, et il est revenu à l'artère épigastrique que vous voyez donc sur la droite partir de l'iliaque gauche ici, et qui remonte là, et on peut aller la couper assez haut, très haut d'ailleurs, ici, et puis la réanastomoser, comme il vous montre ici, dans la veine dorsale profonde, comme il voit sur ce montage qu'il a réalisé il n'y a pas très longtemps, au cours d'une intervention. Donc l'artérialisation est réétudiée actuellement, on vous en dira pas plus, on essaye d'en améliorer la technique. Le gros problème de l'artérialisation, c'est pas la technique de réalisation, c'est l'hypervascularisation du gland qu'elle peut entraîner et qui est parfois difficilement contrôlée. Alors, on en vient à l'amélioration de ce que l'on peut faire au niveau des fuites caverno-veineuses. Et là, on a beaucoup travaillé. Vous avez vu le travail du docteur Sussman, donc je ne le répète pas ici. On a mis au point une technique grâce à l'amélioration, bien sûr, du scanner et qu'on a appelé le cavernoscanner. Et cette technique a été mise au point à Maryland par Jean-François Paul avec mon assistance. Et on a publié une classification qu'elle vous a montrée tout à l'heure. Ce cavernoscanner est vraiment un très bel outil et on s'en sert donc à chaque fois qu'on a une fuite caverno-veineuse diagnostiquée par l'écho-Doppler. Ici, à votre gauche, un cavernoscanner normal, puisque vous avez vu qu'on n'a pas une spécificité à 100%, donc de temps en temps, on a la chance, entre guillemets, de faire un examen normal, et voyez ce qu'on voit, c'est-à-dire aucune veine qui fuit. Et puis voilà un cavernoscanner pathologique, vous voyez des fuites superficielles qui s'en vont. Alors, je vais essayer de détailler, non merci. Comment on fait? Voilà, pour revenir. Vous voyez, attendez, non, c'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut, non, c'est dans l'autre sens. Tiens, Pascal, tu veux me remettre dans l'autre sens, dans le bon sens. C'était Stop. Voilà. Non, encore. Voilà, stop. Et donc, on a ici, on voit le gros tuyau qui est la veine dorsale profonde, et puis qui fuit
dans les plexus de Santorini, et puis les deux veines latérales superficielles qui fuient dans les deux veines fémorales, donc une anomalie qui a été traitée ensuite, et vous voyez le cavernoscanner de contrôle. Bon, tout ça, ce sont des cas, bien sûr, de succès, et on a pu produire récemment sur les 45 premiers cas étudiés et opérés par Eric depuis 4 ans, c'est ça 4 ans, et une publication dans le European Journal d'Endovascular et Vascular Surgery qui montre donc des résultats très intéressants avec des études pré- et post-opératoires extrêmement sérieuses. Et on a retenu essentiellement ici 2 critères, la rigidité artérielle, ce qu'on appelle l'Erection Hardness Score, qui avant la chirurgie était de 2/4, et après la chirurgie est passé de 3,4, sachant que 4 est l'idéal, plus ou moins 0,59. Mais surtout, on s'est appuyé sur le critère clinique, c'était la pénétration possible pendant l'acte sexuel. Même avec des médicaments, elle était à peine 10% avant la chirurgie, elle est passée à 81%, 82% après la chirurgie, avec un recul moyen actuel de 14 mois, mais qui s'allonge bien sûr, puisqu'on a mis au moins 1 an à avoir l'accord pour publier ce travail. Donc vous voyez ici la courbe de l'Erection Hardness Score, et qui indique qu'on peut obtenir des améliorations, des succès secondaires lors de réopérations pour des fuites résiduelles, bien sûr. Mais il n'y a pas que des succès, vous l'avez compris, et surtout, l'étude du cavernoscanner nous a permis des découvertes. Et on a utilisé avec Hélène une partie du temps du premier confinement à étudier à peu près 330 cavernoscanners qu'on a scorés, on vous présentera ça quand ça sera terminé, pour compliquer encore la classification, comme je vous le disais. Et il y a sûrement des malformations. Ici, vous en voyez de 2 types. Vous voyez à gauche une fuite veineuse classique, mais très anormale, parce qu'une veine dorsale profonde ne doit pas se drainer dans les veines fémorales. Mais deuxièmement, c'est ce pourtour très important de veines péricaverneuses qui réalise comme une anomalie et qu'il faudrait pouvoir curer complètement, ce qui est particulièrement difficile, voire impossible. En tout cas, il faut imaginer des solutions différentes. Autre découverte, à la fois pendant la chirurgie, mais à l'étude des cavernoscanners, c'est les communications très importantes entre le corps caverneux et le corps spongieux. Et aujourd'hui, Eric vous en parlera peut-être tout à l'heure en commentaire, il scrute ces petites veines qui associent, qui dévient le sang du corps caverneux dans le corps spongieux, qui est inutile pour la rigidité vasculaire, la rigidité érectile, et on en a de très nombreuses comme ça, et qui opacifient l'ensemble du corps spongieux. Vous voyez tout le corps spongieux qu'on voit jusque au niveau de la... pardon, bon, je vais encore me planter avec ce truc. C'est diabolique, voilà. Et qui, on voit l'ensemble du corps spongieux opacifié, ce qui est totalement anormal dans une érection normale. Et dernier point, ça vous l'avez déjà vu, mais qui nous pose de gros problèmes chirurgicaux, ce sont les fuites qu'on a identifiées, qui n'étaient pas décrites par le fond du corps caverneux, qui est très difficile chirurgicalement, que sans doute Lowsley avait anticipé, puisqu'il faisait des ligatures de ces corps caverneux, mais alors grossières, il emportait tout, l'artère, la veine. Et donc, et avec Eric, eh ben, courageusement, on est retourné à l'amphithéâtre d'anatomie, au fer à moulin, pour essayer de trouver des solutions viables, soit par voie endovasculaire,
c'est une hypothèse, soit par exclusion de cette corne, pourquoi pas. Donc on vous présentera ça quand ça sera un peu plus au point. Je ne sais pas si on prendra un brevet, mais peu importe. Et on a aujourd'hui en plus l'aide des anatomistes grâce à Jean-François Hull, et je vous montre une partie de son travail qu'on vous présentera. On a même un film que vous pouvez voir. C'est-à-dire que un de ses élèves, le docteur Neveu, a repris une partie de nos cavernoscanners et colorie électivement chaque branche. Alors ici, vous voyez un exemple, la veine pudendale qu'il a explorée au niveau du... et à partir des fuites veineuses ici, de la verge, ils identifient les veines dans lesquelles ça fuit. Et ils ont fait tout un catalogue qui est d'ailleurs tout à fait complémentaire de nos résultats et de notre classification cavernoscanner. Donc une approche aussi, un apport très important. Donc on reviendra vers vous avec encore des progrès qu'on espère dans les résultats de ces fuites caverno-veineuses. Alors quelques instants, je suis pas trop en retard, donc ça va. Quelques instants pour vous parler maintenant des améliorations potentielles dans la médecine mini-invasive et essentiellement par la thérapie cellulaire autologue avec le plasma enrichi en plaquettes. Bon, c'est une tarte à la crème, on l'utilise dans pratiquement tous les domaines de la pathologie aujourd'hui, en particulier sportive, musculaire, tendineuse. Les vétos l'utilisent également chez les chevaux de compétition. Et nous l'avons présenté ici dans le traitement de la maladie de la Peyronie, où on injecte le PRP dans les plaques de maladie de la Peyronie. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce qu'on espère faire dans la dysfonction érectile plus précisément. Donc, les modifications histologiques liées essentiellement à l'âge ou à la maladie artérioscléreuse sont bien connues et elles sont référencées ici avec deux choses très importantes. La diminution, c'est l'école de Claude Schulman qui avait montré ça à l'époque à Bruxelles, la diminution dans des biopsies des corps caverneux avec l'âge de la contenance en cellules musculaires lisses qui baisse avec l'âge. Et puis l'altération du rapport entre le collagène 1 et le collagène 3, la diminution des fibres élastiques. Et ce qui n'avait pas été montré, que nous avons identifié avec une chercheuse portugaise qui s'appelle Carla Costa, c'est les altérations de l'endothélium. Vous avez ici des traces en bleu clair des noyaux apoptotiques de l'endothélium pénien sur des malades prélevés lors d'implantation d'implants et qui étaient tous des diabétiques au dernier degré. Donc les Chinois, eux encore, ont bien référencé quelle était l'utilisation rationnelle du PRP dans la dysfonction érectile, quelle pouvait être, parce qu'ils n'ont pas rapporté de résultats cliniques encore. Et donc, qu'est-ce que c'est que le PRP? C'est du plasma enrichi en plaquettes, on a enlevé tous les globules rouges, et dedans, il y a plein de facteurs de croissance très productifs de toutes ces molécules qui sont marquées là, et donc on peut espérer provoquer une néoangiogénèse, on peut espérer régulariser la synthèse du collagène, etc., et restaurer une fonction érectile. Ça va sans dire que les indications seraient extrêmement larges. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude ouverte sur 35 cas qui étaient tous des volontaires, lesquels c'était des patients qui ne voulaient plus de leur traitement. Essentiellement, c'était des patients qui étaient répondeurs des injections intracaverneuses, mais qui n'en voulaient plus, ou c'est des patients non répondeurs, mais qui ne voulaient pas de l'implant, ou bien c'était les patients, un contingent qui nous est fourni par Henri Mondor de patients qui ont des drépanocytoses et des fibroses importantes. Et donc, le protocole est très simple.
sous contrôle échographique, on va injecter les corps caverneux de 20 millilitres, aujourd'hui avec à peu près 15 à 20 millilitres de PRP. Et comme vous le voyez ici, c'est très simple, surtout s'il y a un contrôle échographique. Et l'on voit l'aiguille dans le corps caverneux qui injecte à différents sites, mais en fait, on se rend compte que ça diffuse très bien et que le PRP s'en va un petit peu partout. On injecte tous les mois, aujourd'hui, un produit qui est centrifugé très lentement. On a changé beaucoup la méthode grâce à un chercheur avec qui nous travaillons, très lentement pour avoir le meilleur rapport, je disais, qualité-prix, c'est-à-dire qualité des plaquettes qui ne sont pas détruites et qui vont s'ouvrir à l'intérieur des corps caverneux. Voilà les étiologies à gauche, le follow-up de ces premiers malades, et pour ceux qui ont eu au moins 3 injections, et voire pour la plupart de 4 à 7, une amélioration dans 54% des cas. La difficulté, c'est les critères d'amélioration, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas laisser un malade, un patient, avec ce seul traitement. Il va forcément continuer à prendre des médicaments vasoactifs, et c'est souhaitable d'ailleurs, mais on va vous dire, mais qu'est-ce qui améliore? Est-ce que c'est le PRP ou est-ce que c'est les médicaments vasoactifs? Donc c'est une difficulté. On a un seul test fonctionnel, c'est le PNOR dont on veut parler, et qui montre, dans les cas où ça marche, une amélioration très évidente de cet indice dont Hélène vous a parlé tout à l'heure. Voilà à peu près ce qu'il fallait dire de ce traitement qu'on va développer parce qu'il est très facile à faire. Le PRP, l'intérêt, c'est qu'on ne touche à rien, que si on veut améliorer ce PRP, il est améliorable, on passe dans la catégorie médicaments et il faut lancer une étude dont vous imaginez le coût. Donc, on continue avec le PRP naturel comme ça. Voilà, les résultats sont encourageants, surtout chez les patients vasculaires qui n'ont pas de fuite veineuse importante, d'où l'importance du diagnostic, bien sûr. Et bien sûr, il faut des critères stricts. En attendant, ce que Anthony Atala nous avait montré il y a quelques années, ici à l'Académie, c'est l'époque où j'étais à la place de Jean-Claude, secrétaire annuel, sous la présidence d'Henri Bismuth. Anthony Atala, qui est un urologue américain qui dirige le célèbre Wake Forest Institute, maintenant en Caroline du Nord, et nous avait montré qu'avec une toute petite cellule de tissu érectile, on pouvait fabriquer des corps caverneux, les réinjecter à un lapin, et le lapin était de nouveau fertile. Je ne sais pas si la lapine était heureuse, mais en tout cas, elle était enceinte. Donc voilà ce qu'on vise dans le futur si on arrive à faire le même saut de recherche. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, et je remercie tous ceux qui m'ont aidé, bien sûr, les 2 personnes principales dans la salle. Merci beaucoup. C'est une présentation magistrale. Il y a sûrement des questions à poser. Moi, j'en ai une. Dans toutes les propositions thérapeutiques que j'ai faites, il y en a une qui m'interpelle quand même, c'est l'artérialisation de la veine dorsale. Comment tu expliques que ça puisse marcher, que ça puisse fonctionner? Alors, ça dépend à quel niveau. En fait, tu crées une fistule artérieuse. Comment? Tu crées une fistule artérieuse. Alors, oui, mais le pénis est un organe très particulier. Donc, on a beaucoup, bien sûr, réfléchi et travaillé. Le problème, c'est pas de créer une fistule artério-veineuse parce qu'on module le retour. On module le retour. On lie tout ce qui va en aval, c'est-à-dire vers le gland, puisque le gros risque, c'est de faire une hypervascularisation du gland.
Donc ça, on va lier les branches d'origine de la veine dorsale au tiers distal du gland, au tiers distal du fût érectile, et on va moduler la sortie vers le plexus de Santorini en faisant soit une ligature le plus loin possible, de manière à ce que tout le sang arrive dans le pénis. À ce moment-là, il n'y a plus de fistule possible. Alors, c'est une question d'appréciation et si on n'a pas le temps, mais j'ai décrit plusieurs variantes de cette opération. Le gros problème, c'est que le sang ne va pas systématiquement et forcément, Eric en dira plus parce que moi je suis le père de cette intervention, donc je suis un peu emphatique sur le sujet, mais donc j'avais eu l'idée à l'époque, quand je me suis rendu compte que dans 3 cas sur 4, je luttais bien contre la fuite veineuse, mais je n'avais pas de sang qui arrivait dans les corps caverneux. Donc, j'ai créé une fistule entre le fond de la veine et le corps caverneux. Et donc, comme ça, on avait, d'ailleurs, le contrôle historique que j'ai montré le montre. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'on modifie l'hémodynamique pénienne de telle sorte que l'érection peut devenir satisfaisante. Je ne dis pas qu'elle le devient systématiquement. Et à condition d'éviter ces 2 écueils. Bien sûr, ne pas créer une fistule importante, mais elle peut. Il ne faut pas oublier qu'en plus, la grande difficulté, c'est que tu fais un pontage sur une verge flaccide et que quand la pression intracaverneuse, quand l'érection va arriver, le pontage ne va plus fonctionner. L'artère épigastrique va très peu fonctionner. C'est pour ça que j'aime bien laisser un flux d'amont, enfin un flux qui emmène le sang dans la circulation périphérique. Donc c'est pour ça d'ailleurs que cette intervention n'est pas simple à faire, mais à mon avis, elle n'est pas la solution, elle est une solution quand on peut rien faire d'autre en plus. Eric peut peut-être commenter parce que il est dedans. J'aime bien le commentaire de Eric, mais en même temps, je te pose la question. Oui. Tu as fait quand même un grand écart cette année entre la chirurgie artérielle et la chirurgie de l'action. Et alors, je vais avoir ton sentiment sur ce passage, tu peux le résumer en quelques mots. Je dirais une aventure passionnante, extrêmement stimulante. Ronald a présenté l'éventail, sûrement d'ailleurs encore augmenté, ne serait-ce que des outils, des concepts, de la chirurgie traditionnelle, très sophistiquée, jusqu'à la biologie cellulaire et moléculaire. C'est pas une terra incognita parce que Ronald a vraiment défriché énormément de choses, de concepts, et j'avoue que j'ai mis plusieurs années à comprendre, je ne suis pas encore certain d'avoir compris l'ensemble du travail et des réflexions qui ont été conduites par Ronald, par d'autres, mais enfin, c'est vrai aussi. Donc ça, c'est un point, une grande chose à faire. L'autre point, c'est de réaliser à quel point, en termes humains, la dysfonction érectile est quelque chose qui a un impact ravageur. J'ai vu 4 patients ces 48 dernières heures, 2 ont fait des tentatives de suicide. Donc il y a une dimension extrêmement importante humaine. Pour cette intervention version 5 de Ronald, Miracle 5, j'en ai fait un lundi, en fait c'est vraiment. Il faut beaucoup de temps, une réflexion, peut-être un petit peu de pratique pour bien le réaliser. C'est une chirurgie que je qualifierais de physiologique. La raison est la suivante, et il m'a fallu du temps pour le réaliser, et beaucoup de questions posées à Ronald, c'est qu'en fait, on apporte au contour de l'obstacle, on apporte le flux sanguin
dans le corps caverneux par intermédiaire du système veineux, mais une fois franchi ce système veineux et le sang arrivé dans le tissu érectile, eh bien, on garde toute la régulation de l'érection par le tissu érectile. On garde la régulation opérée par la commande nerveuse, par exemple. Donc, ça veut dire que la détermination de l'érection se fait par la commande neurologique et que c'est l'ouverture des petites logettes dans le tissu érectile qui fait l'appel, qui autorise l'afflux sanguin apporté par l'artère épigastrique, comme c'était le cas. Donc, c'est vraiment une restauration physiologique. Alors, merci les différents intervenants de cette session et tout particulièrement les deux derniers intervenants qui nous ont vraiment éclairé sur un sujet difficile. Au nom de l'Académie, donc, je voudrais remercier Fabien Koskas et ses élèves d'avoir organisé cette session. On voit bien que l'échange vasculaire a beaucoup d'avenir en fait, en pratique, quels qu'en soient les moyens d'ailleurs. Donc, il y a une demande forte. Et je remercie pour cette session. Et à bientôt.